Et je donne la parole donc tout de suite, puisque nous enchaînons, à Pierre Singaravelou, D'un empire l'autre, le fait colonial sous le Second Empire, pour 20 minutes. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Permettez-moi de commencer par remercier Jean-Claude Dion qui m'a invité à participer à ce colloque. Il a fait preuve par là même d'une grande ouverture d'esprit puisque je suis spécialiste plutôt de la Troisième République. Et au fond, ma présence parmi vous aujourd'hui confirme d'une certaine façon l'oubli relatif du Second Empire par l'historiographie coloniale et impériale française et son excessive focalisation sur la période suivante, des années 1880 aux années 1930. Dès 1962, au crépuscule de l'Empire, André Masson dressait ce même constat dans l'incipit de son article sur l'opinion française et les problèmes coloniaux à la fin du Second Empire. Il ne me semble pas, écrit-il, que les historiens de la colonisation accordent toujours à la période du Second Empire une attention suffisante lorsqu'ils étudient les origines de la doctrine coloniale française. Alors ce constat a été maintes fois rappelé jusqu'à l'article très récent paru en 2014 de David Todd, qui considère que les années 1814-1870 demeurent en quelque sorte la terra incognita de l'histoire impériale et coloniale française. S'il est vrai que l'importance du Second Empire a longtemps été sous-estimée, une nouvelle génération de chercheurs s'y intéresse depuis le début des années 2000, renouvelant par là même plus largement notre perception de l'histoire du fait colonial à l'époque contemporaine. Alors au cœur de ces différents travaux se loge une tension entre, d'une part, l'activisme de Napoléon III, les ambitions impériales de la France, et puis d'autre part, la modestie des réalisations coloniales d'un souverain rêveur d'empire, souvent considéré comme hésitant et velléitaire. Donc en quelques minutes, je vais tâcher d'envisager brièvement quelques-unes des pistes les plus prometteuses abordées ces dernières années par l'historiographie. Tout d'abord, le Second Empire est un empire. Je reprends ici une formule de Quentin de Luermoz qui, avec son ouvrage publié en 2012, Le crépuscule des révolutions, a livré, à mon sens, l'un des essais d'histoire impériale qui pense ensemble l'État-nation en Europe et les colonies ultramarines aux quatre coins du monde en analysant l'imbrication de ces différents éléments. Cet ouvrage témoigne sans doute d'un véritable tournant impérial de l'historiographie chez nombre de spécialistes, notamment de l'histoire métropolitaine, qui s'intéressent désormais aux questions coloniales, comme par exemple Emmanuel Blanchard sur la police, ou encore Nicolas Delalande sur l'histoire des questions fiscales et de l'endettement. Et donc ces travaux enrichissent, au fond, les recherches des spécialistes du fait colonial, parmi lesquels Hélène Blé sur les explorations et la cartographie, Claire Fredge sur les médecins, les pratiques sanitaires sous le Second Empire, Jacques Frémaux, bien sûr, sur les militaires, ou encore Isabelle Surin, elle aussi, sur les explorations et plus récemment sur les traités. Alors ce tournant impérial de l'histoire de la France sous le Second Empire, au fond, consiste à retisser les connexions entre l'histoire dite nationale et l'histoire dite coloniale qui ont été artificiellement séparées pendant trop longtemps. La dynamique coloniale du Second Empire a suscité l'intérêt de chercheurs qui ont étudié en détail, à la suite notamment de Michel Battesti, le principal outil de l'expansion, à savoir la marine, et de jeunes chercheurs aujourd'hui travaillent sur ce rôle social des marins sous le Second Empire, leurs pratiques savantes notamment, en particulier en Cochinchine à la fin de la période. Les mobiles de la conquête et les groupes de pression ont fait l'objet de nombreuses études. Je pense notamment aux travaux sur les réseaux soyeux analysés par Jean-François Klein, ou encore les Saint-Simoniens, dont mes collègues ont déjà parlé abondamment, étudiés dans le cas des projets coloniaux du Second Empire par Michel Levallois notamment. Le Second Empire hérite d'un certain nombre de possessions coloniales. L'Algérie, bien sûr, les îles à sucre aux Antilles et dans l'océan Indien, les communes du Sénégal, et puis les 5 établissements
français de l'Inde. Les Français prennent position également en Mélanésie, où ils saisissent le prétexte de l'attaque d'un navire français par des Kanaks pour conquérir la Grande Île, puis, rapidement, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie en 1853. Au Sénégal, les négociants bordelais encouragent un des leurs, Théodore Ducos, ministre de la Marine, à nommer Faidherbe, gouverneur général du Sénégal, en 1854, afin de relancer l'expansion au-delà des comptoirs. La France s'approprie alors de nouveaux territoires en direction du Niger à l'est, et puis vers le sud aussi progressivement, avec notamment en 1865 la conquête du Cayor. En 1862, parallèlement, la France acquiert la côte du Gabon et en Afrique orientale le port d'Obok, près de Djibouti. Et puis, le ministre de la Marine, le nouveau ministre de la Marine, à partir de 1860, Chaslou Loba, qui est fasciné par le mythe chinois, le mythe du marché chinois, de cet immense marché, se focalise sur l'Asie, où la Grande-Bretagne a bien entendu pris position depuis longtemps en Inde et plus récemment en Chine. La France intervient donc dans l'Empire du Milieu à partir de 1857 avec le bombardement de Canton et au sud de la péninsule cochin-chinoise en 1858. Dans les deux cas, le prétexte est le même. Il s'agit de l'exécution de religieux catholiques par les autochtones. Enfin, s'esquissent les contours de ce que les historiens britanniques dénomment depuis longtemps un empire informel, notamment en Tunisie et en Égypte, cela a été évoqué il y a un instant, où les conseillers, les experts, les négociants, les banquiers, parfois français, ont pu jouer un rôle important. Ces acteurs non étatiques exercent parfois une influence remarquable, à l'instar par exemple des francs-maçons, qui accompagnent les conquérants à Alger, dans une loge fondée dès 1834, mais qui bien souvent précèdent les colonisateurs, comme en Tunisie en 1824 et au Maroc dès 1867. Alors j'en viens à mon deuxième point, intitulé « Les limites de la domination coloniale française ». Vous l'avez compris, le Second Empire est une grande période de conquête, mais pour une conquête réussie, donnant lieu à la colonisation d'un territoire, combien y eut-il de projets sans lendemain ou d'expéditions militaires ratées ? Outre la célèbre aventure mexicaine motivée par le grand projet d'un empire latin catholique dont nous avons parlé en début d'après-midi, qui se souvient par exemple de l'intervention militaire en Corée en novembre 1866, avec notamment le bombardement de Séoul. Il convient en outre de souligner le décalage entre le discours officiel du gouvernement français, dont les historiens se sont fait écho jusqu'à aujourd'hui, et puis la réalité de l'appropriation effective du territoire. On nous répète ainsi, depuis presque un siècle et demi, que la France, en 1870, a multiplié son domaine colonial par 3 par rapport à 1848, pour atteindre près d'1 million de kilomètres carrés. Mais en réalité, nombre de ces possessions coloniales sont fictives, car elles ne sont pas effectivement contrôlées à cette époque par des administrateurs et des militaires français, comme par exemple le port d'Obok. Il faut ainsi étudier précisément quels individus et quels groupes occupent et contrôlent ces territoires que l'on dit parfois un peu trop rapidement français. Si l'on s'intéresse, à un exemple comme celui de la concession française de Tianjin, en Chine, dénommée à l'époque Tientsin, obtenue au début des années 1860, eh bien, on s'aperçoit que cette concession dite française est en fait exclusivement la propriété des congrégations catholiques et de quelques grands propriétaires russes. Cette question de l'effectivité de la colonisation se pose également au sujet de l'Algérie. Ainsi, un contemporain s'interroge dans le journal des débats du 18 juin 1869 sur le bilan de la colonisation en Algérie 39 ans après la conquête d'Alger. Il écrit « Les populations du Sud ne connaissent pas les colons et n'ont jamais reçu d'eux aucun secours. Lorsque je vois exalter dans l'exposé de la situation de l'Empire la reconnaissance des indigènes et les services que nous leur avons rendus pendant la famine,
je ne puis oublier un mot parfaitement vrai d'un de nos officiers en 1842. Nous avons, dit-il, une belle collection des bulletins de nos victoires sur les Arabes, mais pour faire la vraie histoire critique de nos guerres d'Afrique, je voudrais avoir les bulletins publiés par Abdelkader après les combats où nous nous proclamions vainqueurs. Ce témoignage souligne la nécessité, pour l'historien, d'adopter également, bien entendu, la perspective des autochtones. Ainsi, certains nouveaux sujets de Napoléon III s'avèrent totalement indifférents à la présence étrangère, souvent très discrète, voire invisible. C'est le cas des Mnong, dans le Cambodge des années 1860, étudié par Mathieu Guérin, des Mnong pour qui le fait colonial demeure très longtemps abstrait. D'autres populations décident de résister militairement, parfois avec efficacité, aux assauts français. Ainsi, la soumission de la Kabylie n'intervient qu'en 1857, et cette région connaîtra d'ailleurs une immense révolte en 1871. En Afrique de l'Ouest, dans les années 1850, les Français sont confrontés à l'expansionnisme très dynamique de l'empire tout couleur d'El Hadj Oumar, et puis en Cochinchine, dans le delta du Mékong, les années 1862-1868 sont marquées par le mouvement de résistance dirigé par un pêcheur qui a fédéré de nombreux rebelles, pour reprendre la terminologie française autour de lui, le pêcheur Nguyen Trung Trunk. Il faut ajouter qu'une fois le drapeau tricolore planté, une fois l'administration coloniale installée sur le terrain, les sociétés autochtones, en Afrique comme en Asie, maintiennent la plupart du temps des formes vernaculaires de régulation sociale que les colonisateurs ne voient pas ou même ne comprennent pas. Ainsi, les populations africaines et asiatiques refusent de se faire vacciner, conservent souvent leur propre système judiciaire, leurs propres institutions scolaires, comme les écoles de pagode au Cambodge, les madrassas au Maghreb, ou encore les collèges hindous dans les établissements français de l'Inde. Enfin, l'émigration française en direction des colonies demeure très faible. Par exemple, en Algérie, la population européenne passe de 130 000 personnes en 1851 à 280 000 en 1872, tandis que la population autochtone diminue de 20% en raison des famines, des guerres, du choc microbien. Et donc en 1880, les Français ne constituent plus que la moitié des Européens qui sont en réalité principalement espagnols, italiens, mahonais, maltais. Cela nous conduit à présenter le dernier élément qui constitue à la fois une condition et une limite de la domination coloniale française, c'est sa dimension internationale, ce que l'on pourrait dénommer le co-impérialisme. L'historiographie, reproduisant là encore le discours des acteurs sur eux-mêmes, s'était presque exclusivement focalisée sur les rivalités entre puissances coloniales. Pourtant, l'expansion ultramarine a été le fruit, a résulté de plusieurs formes de coopération interimpériale dont le Second Empire a été un moment privilégié de développement. En effet, l'Empire britannique constitue un partenaire indispensable à partir du milieu du XIXe siècle. L'historien James Fichter a parfaitement montré qu'en Asie, les Français dépendent des Britanniques, qui les autorisent à utiliser leurs infrastructures de communication et de transport, comme les dépôts de charbon, les bases navales, les chantiers, indispensables à la colonisation de l'Indochine. Les deux puissances, France et Grande-Bretagne, s'associent pour intervenir ensemble en Chine, au Mexique, au Japon, avec le bombardement de Shimonoseki en 1864. Alors il existe bien d'autres exemples, comme l'expédition en Syrie en 1860-1861, qui, au fond, est avant tout une entreprise européenne. On a également oublié que la colonisation de la Cochinchine, donc de future Indochine et Vietnam, eh bien, cette colonisation de la Cochinchine, à partir de 1858, s'effectue par le biais d'un corps expéditionnaire franco-espagnol. Ce co-impérialisme s'avère déterminant, y compris lorsque la France semble opérer toute seule. Par exemple, au moment où les Français prennent possession de la Nouvelle-Calédonie, en 1853, le Royaume-Uni laisse faire et refuse de s'y opposer en dépit des nombreuses pressions
de leur protéger les colons australiens. Donc je passe, pour terminer à mon troisième et dernier point, d'un empire l'autre, un méridien impérial. Alors un méridien impérial, j'emprunte cette expression à David Todd, qui a bien montré les formes de continuité entre les différentes expériences coloniales françaises au XIXe siècle. La politique de défense mondiale du catholicisme et du libre-échange devient, selon lui, l'un des principaux moyens d'étendre l'influence de la France sous le Second Empire. L'étude du Second Empire démontre d'une certaine façon l'inanité de l'idée d'une république coloniale, d'une forme d'exceptionnalisme colonial à partir des années 1880. Car, au fond, les années 1850-1870 constituent à de nombreux titres la matrice de la politique de la Troisième République. Cette question de la continuité a par exemple été extrêmement bien documentée s'agissant de la conversion coloniale des libéraux français, étudiée par Jennifer Pitts, mais aussi par Steve Sawyer ou encore Christina Carroll. Alors parmi les nombreux points communs entre les deux régimes, j'en retiendrai seulement 3 aujourd'hui. D'abord la mission civilisatrice et ses contradictions. Ces contradictions qui apparaissent très vite dans les possessions antillaises, sénégalaises et indiennes, où le Second Empire limite considérablement les droits des anciens sujets colonisés, droits obtenus en 1848, et donc l'assimilation promise devient en fait un processus lent et très progressif. Ensuite, les ambiguïtés de la politique coloniale se manifestent tout particulièrement en Algérie avec le projet du royaume arabe. Napoléon III, à la suite de son premier séjour à Alger en 1860, expose son projet dans une fameuse lettre adressée au gouverneur général de l'Algérie en 1863. L'Algérie, écrit-il, n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. Cette déclaration, qui est inspirée par la politique que l'on dirait a posteriori indigénophile, prônée par les Saint-Simoniens, comme Ismaïl Urbain, cette déclaration suscite, comme vous l'imaginez, l'hostilité d'une grande partie des colons français. À l'occasion du second séjour de Napoléon III en 1865, une politique d'assimilation s'esquisse avec le Senatus Consulte du 14 juillet 1865 qui accorde la citoyenneté française aux Algériens musulmans moyennant l'abandon de leur statut personnel. Très peu d'individus bénéficieront de cette mesure. Et le projet du royaume arabe est finalement anéanti par, d'une part, la mauvaise volonté des administrateurs français, l'opposition des colons, nous l'avons dit, et puis surtout les catastrophes naturelles des années 1867-1868. Deuxième élément de continuité entre le Second Empire et la Troisième République, la politique administrative. Où c'est quasiment systématiquement le pragmatisme qui prévaut. Les divers statuts, protectorats, colonies, concessions ne recouvrent pas dans les faits des pratiques politiques différentes. Se mettent en place les prémices d'une politique ethnographique, avec l'usage de catégories ethniques dans les pratiques administratives, à partir du milieu des années 1850, on le voit bien avec Faidherbe au Sénégal. La plupart du temps, les colonisateurs, en réalité, s'appuient sur des cadres autochtones. Les hauts fonctionnaires français sont certes de plus en plus présents sur le terrain, mais à l'échelle locale, les colonies sont administrées par des autochtones, des chefs de cercle en Afrique de l'Ouest, des lettrés en Cochinchine. Cette politique sera poursuivie sous la Troisième République qui mettra en avant les mêmes contraintes financières pour justifier ce pragmatisme. Alors le dernier point concerne la question de l'existence d'une culture impériale en métropole. Certains auteurs, comme Pascal Blanchard, ont surestimé l'importance de cette culture impériale en France métropolitaine sous la Troisième République. En sens inverse, les historiens ont sans doute sous-estimé son relatif dynamisme sous le Second Empire. Ainsi, les questions coloniales, comme la Grande Famine de 1866-1868, suscitent de grands débats en métropole. Ces sujets coloniaux servent souvent de prétexte pour aborder des thèmes qui sont tabous de l'autre côté de la Méditerranée, en métropole. Ainsi, certains s'emparent du Senatus Consulte de 1865 sur l'Algérie pour débattre
de la citoyenneté et de la question de la nationalité. Les colonies jouent globalement un rôle secondaire dans l'économie française, à l'exception notable du commerce des grandes villes portuaires. Et nous retrouverons d'ailleurs ces mêmes réseaux coloniaux régionaux à Bordeaux, à Nantes, au Havre, etc., sous la Troisième République. Donc je conclurai très brièvement, parce qu'on m'a dit de faire vite, nous sommes très en retard, en évoquant un événement oublié aujourd'hui, un événement qui clôt d'une certaine façon la geste coloniale napoléonienne, la mort du prince impérial. Le possible Napoléon IV, survenu le 1er juin 1879 en Zululand, c'est-à-dire en Afrique australe. C'est une nouvelle qui suscite une émotion populaire jusque dans certains villages reculés de métropole. Et c'est un événement qui témoigne, une fois encore, de l'importance de ce qu'on peut appeler le co-impérialisme franco-britannique, puisque Napoléon combattait aux côtés des Anglais. Je vous remercie de votre attention.